Bonjour à tous, Koué. Bienvenue à ce point de presse. On va dès maintenant commencer et je vais inviter à prendre la parole le premier ministre du Québec, M. François Legault. Bonjour tout le monde, Koué. Je suis très content d'être à Saint-Honoré. Il y a beaucoup de monde à saluer, là, mais je veux quand même prendre le temps de les saluer. D'abord, avec moi, Christine Fréchette, notre ministre de l'Économie et de l'Énergie. Yann Lafrenière, ministre responsable des Premières Nations et des Inuits. André Laforêt, qui est aujourd'hui surtout ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Catherine Champagne-Jourdain, qui est ici comme ministre responsable de la Côte-Nord, parce qu'on va en parler tantôt, les territoires où on va parler des projets, ça couvre le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord. J'ai François Tremblay. On est dans ton comté, François, là, content de découvrir l'aéroport de Saint-Honoré. Yves Montigny, qui est descendu de la Côte-Nord, qui est monté de Québec, je ne sais pas comment il faut dire ça, là, mais député de René Lévesque. J'ai Michael Sabia, président d'Hydro-Québec. Je parlerai de lui tantôt parce qu'on fait beaucoup de choses avec Michael. Gérald Savard. Écoutez, il me semble que depuis que je suis en politique, que je vois Gérald, préfet, content de le voir en santé à part de ça. Il y a des chefs qui sont ici. D'abord, en avant, Martin Dufault, de la communauté Innu d'Espit. Gilbert Dominique, de la communauté Innu de Mastoyache. Réal Teto de la communauté Innu de Nutashquan. Merci tout le monde d'être ici. Mais là, je n'ai pas fini. On m'a donné une autre liste. Bruno Tremblay, maire de Saint-Honoré. Hervé Simard, maire de Fernand et Boileau. Claude Riverain, maire de Sainte-Rose-du-Nord. Serge Lemay, maire de Saint-Fulgence. Louis Ouellette, préfet, Yannick Baillargeon, préfet, Rémi Gagné, maire de Rivière-Éternité. J'ai vu Julie Dufault, mairesse de Saguenay. Philomène Lafrance. Philomène! C'est correct. Où est Philomène, là? Hein? C'est le masculin de Philomène, c'est ça? Philomène Lafrance de Petit-Saguenay, Luc Simard, préfet, Pierre Deslauriers de Saint-Félix d'Otis, Lucien Gravel de Saint-Ambroise, Germain Grenon de Saint-David de Falardeau, Lise Bouliane de Sacré-Cœur, et là, c'est certain que je dois en avoir oublié, mais considérez-vous tous salués, très contents de vous voir ici, très content d'être au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour une belle annonce, une annonce avec la communauté Innu d'Espit, mais aussi avec la MRC du Fjord du Saguenay pour un projet de développement éolien. Avant de vous parler du projet, peut-être vous expliquer un peu où ça se situe, ce projet-là. Bon, d'abord, on est chanceux au Québec, on a Hydro-Québec et les premiers ministres qui se sont succédés au Québec ont fait le choix de l'énergie renouvelable, à commencer par des barrages. On va bientôt, puis on travaille actuellement à des projets pour les rehausser les turbines, que ce soit dans le nord du Québec avec les cris, que ce soit sur la côte nord avec les Inuits. Mais en ayant les barrages, on peut développer l'éolien. Vous savez, quand je parle avec mes collègues de d'autres provinces ou même d'États américains ou de d'autres pays, ils sont tous jaloux du fait qu'on ait des barrages. Parce que le défi des prochaines années, c'est l'énergie, mais il
faut être capable d'avoir une batterie pour utiliser cette énergie-là quand on en a le plus de besoin. Et ça, avec les barrages, bien, il n'y a rien pour battre ça. Donc, ça nous permet, grâce à nos barrages, d'avoir un complément idéal, c'est-à-dire l'éolien, de l'énergie qui est, oui, intermittent, parce qu'ils ne vendent pas toujours. C'est la même chose pour le solaire qui coûte plus cher, mais là, le prix de l'éolien a beaucoup baissé. Mais il y a des gens, quand ils ont juste de l'éolien, bien, ça ne peut pas être suffisant. Donc, on s'est donné un plan très ambitieux. Un plan de 150 milliards chez Hydro-Québec pour doubler la taille d'Hydro-Québec. Fait qu'imaginez-vous, dans l'histoire d'Hydro-Québec, il y a eu des grands travaux. Là, on dit, on va doubler la taille d'Hydro-Québec. Puis on a un excellent capitaine avec nous. Michael travaille très fort, même si j'y pousse dans le dos à peu près chaque semaine pour que ça aille encore plus vite. Mais on a réussi, entre autres, rappelez-vous, juste avant Noël, à enfin signer un accord pour poursuivre avec Terre-Neuve sur Churchill Falls. Ça, là, c'est fondamental. On avait un contrat qui se terminait en 2041. Ça a l'air loin, 2041, mais quand on signe des ententes à long terme avec des entreprises, c'est demain matin. On peut dire, là, un barrage, souvent, ça peut prendre jusqu'à 15-20 ans à mettre ça en place. Donc, 2041, c'est demain matin. Donc, on a réussi à conclure une entente pour prolonger le contrat de Churchill Falls, donc un barrage avec de l'électricité qu'on peut utiliser quand on en a besoin, jusqu'en 2075. Mais on n'a pas juste fait ça. On a convenu aussi avec Terre-Neuve d'agrandir Churchill Falls, de rehausser les turbines de Churchill Falls, et on a signé un contrat jusqu'en 2085 pour ce rehaussement. Ça ne s'arrête pas là. On a convenu aussi de faire ensemble, en fait, c'est Hydro-Québec qui va être en charge de construire Gull Island, qui est, selon l'avis de tous, le plus beau projet de barrage en Amérique du Nord. Donc, on va pouvoir aussi en profiter jusqu'en 2085. Donc, ça nous met dans une situation, première chose, là, puis je veux le dire aux Québécois qui nous écoutent aujourd'hui, ça vient garantir que les tarifs de résidentiel vont augmenter d'un maximum de 3 % par année. Il y a des gens qui ne nous croyaient pas, mais là, on a la démonstration. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais dévoiler le scoop, mais ça se peut que Michael Sabia publie une lettre demain dans les médias, mais parlez-en pas. Il faut que ça soit une surprise. Mais il va pouvoir démontrer que, d'un côté, vous savez, chez Hydro-Québec, on a Terre-Neuve, on a même des barrages qui sont complètement amortis. Donc, c'est certain que les vieux travaux coûtent beaucoup moins cher que les nouveaux travaux. Fait que qu'est-ce qu'on a choisi de faire? De faire profiter des vieux travaux qui ont coûté moins cher aux Québécois. C'est un peu normal, Hydro-Québec, ça appartient aux Québécois. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de garantir une augmentation maximale de 3 %. Du côté des entreprises, Michael va en faire la démonstration, on va être capable de limiter l'augmentation de coûts entre 4 et 5 %. Et malgré cette augmentation de 4-5 %, les tarifs d'Hydro-Québec vont rester les plus bas en Amérique du Nord pour les entreprises. Donc, oui, sûrement que je vais avoir des questions tantôt sur M. Trump. Je vais me garder ça pour la période de questions, mais ça nous met dans une position idéale du côté des entreprises pour développer. L'autre chose que ça nous permet de faire, d'avoir ces ententes-là pour les barrages à Terre-Neuve, c'est de continuer le développement d'éolien.
Et là, on veut vraiment accélérer. On veut faire jusqu'à 10 000 mégawatts d'éolien. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer une entente avec la communauté Innu d'Essipit et la MRC du Fjord du Saguenay pour construire jusqu'à 1000 mégawatts éoliens. On parle de 3 milliards de dollars d'investissement, 500 emplois, et bien, cette capacité-là va être construite entre Tadoussac puis la ville de Saguenay, la zone qu'on appelle Nutinamu-Chauvin. C'est ça? Bon. C'est 300 kilomètres. Donc, ça, c'est la première bonne nouvelle. Là, il y a une deuxième nouvelle que je me disais, est-ce qu'on en parle? Mais c'est déjà un peu sorti. C'est qu'on est en train de conclure une entente pour la zone Chamouchouane avec le chef Dominique, avec donc la communauté Innu de Mastoyache. Là, ça va être 3000 mégawatts, 9 milliards d'investissements, 1500 emplois. Il reste des petites choses à attacher, mais on me dit que ça avance bien, puis ça devrait être conclu bien bientôt. Donc, qu'est-ce que c'est extraordinaire de dire, quelle belle nouvelle pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour la Côte-Nord, de dire on va créer des emplois, c'est le moment de le faire, des bons emplois, puis on fait un vrai partenariat avec les communautés Innu. Puis là-dessus, je veux féliciter d'abord Michael Sabia. Je me souviens, une des questions que j'ai posées à Michael juste avant qu'on l'embauche officiellement, c'est s'il croyait, j'ai demandé, est-ce que vous croyez à ça, les partenariats avec les communautés autochtones? Puis Michael a dit oui. Puis c'est un homme d'affaires qui sait qu'un vrai partenariat, c'est un partenariat dans l'actionnariat. Ça veut dire que Hydro-Québec va être propriétaire, actionnaire de 50 %, mais l'autre 50 % va être détenu par les partenaires, donc vont participer dans les bénéfices du projet. Donc ça, pour moi, c'est un vrai partenariat. L'autre personne que je veux féliciter, c'est Yann Lafrenière. Yann, il se démène, hein, puis il met ses pouces comme ça souvent. Il est fatigant avec ça, mais sinon, c'est un bon gars. Il est tout le temps sur le terrain, la semaine, les fins de semaine. Des fois, il amène même mon épouse à aller rencontrer des communautés. Mais il a réussi à créer un lien de confiance. Parce que si on veut être capable de faire des affaires avec les communautés autochtones en général, puis là, ben, on parle des Inuits, mais on pourrait parler de la même chose si on parle des Cris, bien, il faut d'abord avoir un lien de confiance. Puis Yann a réussi à bâtir ce lien de confiance. Il a goûté toutes les sortes de poissons, puis de phoques, de tout ce que vous voudrez. Puis, il est encore là, vivant, de bonne humeur, et on est content de l'avoir. Donc, bravo, Michael, bravo, Yann, et bien, merci aussi au chef Innu. Merci à M. le préfet aujourd'hui qui, on se disait ça, on se parlait tantôt, quel beau projet. Quel beau projet. On ne peut pas rêver de mieux que ça. Des emplois de qualité, des investissements importants et ben, aussi une participation des communautés. Donc, on fait ça ensemble. Donc, bravo à tous ceux qui ont participé à ce beau projet. Merci. Merci, bravo. Merci beaucoup. J'invite maintenant à prendre la parole la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette. Merci, merci. Bonjour à tous. Mes salutations d'une part au premier ministre, M. Legault, qui m'a confié les responsabilités les plus stimulantes de ma carrière. Un grand merci pour ça. Merci pour la confiance. Mes salutations aussi à M. Dufour, Martin Dufour, chef de la Première Nation des Inuits, d'Essipit.
Également, mes salutations à tous mes collègues. Je vais aller plus rapidement. Monsieur Legault les a déjà salués tous à leur tour. Mais bon, Yann, André, Catherine, François, Yves, François qui nous reçoit dans son comté. Mes salutations à vous tous. C'est un bonheur de travailler avec vous, sincèrement. Et mes salutations également à Monsieur Savard, préfet de la MRC, Fjord du Saguenay, que j'ai eu l'occasion déjà de voir à plusieurs occasions. Mes salutations également à M. Sebia, PDG d'Hydro-Québec, avec qui j'ai le plaisir de travailler et qui a mis des efforts costauds, impressionnants vraiment dans l'ensemble des missions que s'est donné Hydro-Québec. Et mes salutations à tous les chefs, tous les élus ici présents. Donc, très contente d'être avec vous. Très contente d'être avec vous parce que c'est une annonce importante aujourd'hui, une annonce d'un partenariat entre Hydro-Québec, la Première Nation des Inuits-des-Sipites et également la MRC, Fjord du Saguenay. Vous savez, notre gouvernement, on s'est engagé dans un véritable projet de société. Un projet de société qui vise à décarboner l'économie. Et Dieu sait que c'est une tâche gigantesque. On veut doubler, pour ce faire, la production d'électricité verte. Et on n'en est pas toujours conscient, mais il faut se le rappeler, notre électricité, le fait qu'elle soit verte, ça tombe à point pour la période de transition énergétique et de décarbonation dans laquelle on doit s'inscrire. Alors, on veut décarboner le Québec d'ici 2050, de manière à ce qu'on réponde de manière adéquate aux besoins additionnels de la demande, aux besoins des Québécois. Et Dieu sait que la croissance de la demande, elle est fulgurante. Et également, répondre à la demande des entreprises qui souhaitent également se décarboner et avoir l'empreinte carbone la plus réduite qui soit. Alors, tout ça, ça va pouvoir s'opérer tout en générant du développement économique et la création d'emplois dans des créneaux d'avenir. Alors, c'est fabuleux. On est vraiment bien positionné. En fait, on a tout ce qu'il faut pour être un leader de l'économie verte et en matière de décarbonation également, être en avant de la parade. Aujourd'hui, l'annonce qu'on fait, c'est la 3e entente du genre que Hydro-Québec signe. Ces ententes-là vont créer des emplois bien rémunérés et des emplois dans des créneaux d'avenir et qui vont enrichir non seulement les communautés, mais également les Québécois dans leur ensemble, parce que Hydro-Québec, on le sait, ça nous appartient. C'est primordial pour notre gouvernement d'établir des partenariats de ce genre, de nation à nation. L'entente qu'on annonce aujourd'hui prévoit des investissements de 3 milliards de dollars dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc reconnaissons-le, c'est majeur. Comme on le voit, avec les ententes comme celle annoncée aujourd'hui, notre gouvernement, en fait, vise un véritable partenariat avec les Premières Nations et des Inuits, et les communautés locales également, dans le développement des énergies renouvelables au Québec. Dieu sait que ça va être un chantier de long terme, alors c'est important pour nous de nous inscrire d'emblée, dès le départ, en amont, avec ces ententes de véritables partenariats. On constate en fait qu'il y en a une véritable volonté aussi, qui est réciproque de la part des peuples autochtones de participer à l'atteinte des cibles visant à ajouter jusqu'à 10 000 mégawatts d'énergie éolienne d'ici 2035. Alors ça, c'est gagnant. La transition énergétique, on le sait, ça va être un défi collectif qui est déjà amorcé et auquel chacun d'entre nous peut, et en fait, je dirais même, doit contribuer. Et pour ça, il faut qu'on se dote d'une vision claire, une vision en matière d'énergie propre et d'efficacité énergétique. Une vision, en fait, qui va faire rayonner encore plus le génie québécois. C'est ce qu'on souhaite faire avec notre projet de loi 69 également, le projet qui vient moderniser le cadre dans lequel se déploie notre secteur énergétique. Pour conclure aussi, je pense qu'il est important de reconnaître que la filière éolienne va constituer un élément névralgique. Un élément névralgique pour assurer justement la réussite de notre transition énergétique. Donc, je félicite la Première Nation des Inuits-des-Sipites, la MRC du Fjord du Saguenay et Hydro-Québec pour la signature de cette entente historique. C'est vraiment inspirant, en fait, de voir l'ensemble de ces partenaires être réunis de manière à participer à la transition énergétique du Québec tout en contribuant au développement économique et à l'utilisation de nos ressources naturelles et à la valorisation de ces ressources. Alors, avec nos 3 ententes pour le développement de l'énergie éolienne, avec la signature de l'entente de Churchill Falls, et là-dessus, je tiens à féliciter à la fois M. Sebia et M. Legault, parce que ça a été retorse, costaud,
comme aventure, comme négociation. Je sais que M. Sébia, vous en avez vu d'autres dans votre carrière et que celle-là est certainement une des plus difficiles que vous ayez menées. Mais voilà, c'est fait. On a réalisé cette entente-là et puis je dirais qu'on est en voiture, en fait, mais voiture électrique pour la transition énergétique. Alors sur ce, j'aimerais nous rappeler que développer les énergies renouvelables, c'est de créer un Québec vert, un Québec fier et un Québec prospère. Merci. Merci beaucoup. J'invite maintenant à prendre la parole le ministre responsable des relations avec les Premières Nations, les Inuits, M. Yann Lafrenière. Merci beaucoup. Oui, merci. Bonjour, hello, kwe, segon, wajia, ulukut. Heureux de vous voir tous et toutes aujourd'hui. Monsieur le maire, François, Yves, chers collègues, très heureux d'être ici aujourd'hui. Et quand on parle de l'implication des Premières Nations dans la décarbonation du Québec, c'est pas pour rien. Je dis souvent, j'ai eu la chance de faire, puis le premier ministre en parlait tout à l'heure, j'ai eu la chance de faire la tournée des communautés. Je peux vous confirmer que les premiers témoins des changements climatiques, ce sont les membres des Premières Nations et des Inuits. En plein mois de juillet, en pleine vague de chaleur au Québec, l'endroit le plus chaud au Canada était Coudjouac, avec 34 degrés. Changement climatique, ils le voient très, très bien. Les membres des Premières Nations veulent passer du statut de bénéficiaire à de réels partenaires. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Un réel partenariat. Je remercie M. Sébia. Michael, on fait équipe ensemble et ça permet justement de faire en sorte que des communautés, comme celle des CIPIT aujourd'hui avec le chef du four, on peut passer à ce statut de partenaire, de réel partenaire. Et on le dit, le premier ministre l'a mentionné à plusieurs reprises, la relance économique, la relance énergétique du Québec, ça va se faire avec les Premières Nations. Puis aujourd'hui, on le confirme avec des gestes qui sont concrets. Ce n'est pas la seule annonce qu'on a faite, ma collègue en a parlé. On peut penser au projet de l'Alliance de l'Est avec la communauté Wolastoqiyik-Washibégouk, qui est un projet extrêmement important du côté de la Rive-Sud. On a fait allusion aussi à la belle annonce avec le chef Dominique. Alors, le projet Achouap-Mouchouane, qui est majeur, le plus grand projet de développement éolien au Québec et assurément un des plus grands d'Amérique du Nord. Quand on regarde les deux projets avec les deux chefs, les deux communautés Innu, écoutez, on parle de pas loin de 12 milliards, 2000 emplois, c'est majeur. Alors, c'est inspirant de voir ça, ma collègue le dit tantôt, et les Innu Nutaquan, on a fait de la formation aussi, une annonce. Merci, Michael, pour s'assurer qu'on ait une plus grande représentation des membres des Premières Nations au sein d'Hydro-Québec, de la formation avec la communauté de Nutaquan, avec Réal Tétat. On en est fiers. Alors, c'est inspirant. Moi, j'en suis très, 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 très heureux. Et aujourd'hui, on est ici. On peut parler aussi du traité de Pétapan. On a 3 chefs qui sont présents avec nous aujourd'hui. Alors, Réal Tétat, Gilbert Dominique et Martin Dufour. Et c'est un projet de traité qui est dans l'air depuis tout récemment, 1975. Alors, on avance à grande vitesse. Et ce que je veux vous dire, c'est normal en passant, ça va être le premier traité depuis la Convention de la baie James. Ça fait des années. On y travaille, on travaille ensemble. On va continuer de travailler ensemble. Et les projets qu'on a réussi à faire avec Mastouillache, avec Nutaquan, avec Espit, le confirment qu'on a cette capacité-là d'avancer, de faire des réels partenariats. Et messieurs les chefs, je vous l'ai déjà dit, lors d'annonce, je me fais un plaisir et un honneur de sortir ma veste Innu. J'aimerais ça la porter plus souvent, donc on va faire plus d'annonces ensemble. On a cette capacité-là. Et monsieur le premier ministre, vous avez scoopé ma fin. Je dis toujours, quand ça va bien, ça prend une signature et la mienne, la voici. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Pouce en l'air. Merci tout le monde. Merci beaucoup. J'invite maintenant le chef du Conseil de la Première Nation des Inuits des CIPIT, M. Martin Dufour, à prendre la parole. Oui, notamment Tachik, Koué, Casino, Koué, Inotchima. Vous avez vu, on dit que parler en Innu, c'est beaucoup plus long qu'en français, mais là, je viens de saluer tout le monde, ça a pris environ 5 secondes. On est fiers d'être ici, là, Première Nation Innu des CIPIT, pour annoncer le projet éolien Nuttinamo-Chauvin. Qu'est-ce que ça veut dire, Nuttinamo? Nuttinamo, ça veut dire exposé avec le vent.
Fait que je pense qu'on ne pouvait pas choisir meilleur nom pour le projet. Puis là, j'ai mon enseignant en Innu et Moon qui est là. Est-ce que j'ai raison? C'est ça? Parce que des fois, tout dépendamment de où on se promène, les dialectes changent. Puis il y a des gens qui me disaient c'est plus bouger avec le vent. Ben j'ai dit c'est bon pareil. Ben, Monsieur le Premier ministre, ministre Fréchette, excusez, nous sommes fiers de prendre part à ce projet puisqu'il reflète bien une approche inclusive et respectueuse des réalités des Premières Nations. Tanish Comitten à vous autres. J'aimerais également saluer l'ouverture et l'engagement d'Hydro-Québec sous la direction de M. Sabia pour les partenariats constructifs là, avec nos nations. C'est incroyable. Un changement là, drastique, là, puis on est quand même très fiers de ça. Cet engagement-là reflète une véritable volonté de bâtir ensemble. On dit Mamou ensemble en Innu. Merci aussi à M. Sabia. Je tiens à souligner l'importante contribution de la MRC du Fjord et de son préfet Gérald Savard. Ça fait au-dessus d'au moins une vingtaine d'années qu'on travaille sur ce projet-là. On l'avait déposé dans les anciens appels d'offres d'Hydro-Québec, je pense en 2018. Et là, ma mémoire, peut-être 2008 plus. Puis on n'avait pas été sélectionné. À ce moment-là, les éoliennes, la capacité d'une éolienne était de 2 MW. Maintenant, ils ont évolué. Là, on peut aller jusqu'à 7 et 8 MW. Je me voudrais là, de ne pas remercier mon équipe à ICPIT qui ont fait un travail rigoureux là, et colossal pour identifier une zone d'étude. Je ne sais pas si on va l'avoir tantôt sur les cartes. La zone d'étude pour le projet là, a été ciblée pour faire en sorte là, de prendre en considération les habitats qui sont critiques pour les espèces vulnérables et menacées. Puis ça, là, nous autres, l'équilibre entre la préservation de la biodiversité et le développement économique, c'est une priorité en tant que Première Nation pour nous autres. Puis encore une fois, j'aimerais ça qu'on les applaudisse parce que je sais que la gang de la MRC du Fjord ont vu ce qu'on a fait, les données qu'on a récoltées là, depuis plusieurs années. Puis j'aimerais ça qu'on les applaudisse parce que c'est colossal là, le travail. Bien, enfin, notre devise chez nous, c'est pour nos pères et nos enfants. On parle de nos pères, là, ça inclut les mères, là, on pourrait dire les aînés aussi. C'est des projets constructifs de même qui nous permettent, nous, en tant que Première Nation, de réaliser notre devise, c'est de travailler pour le mieux-être de nos aînés et de nos enfants. Fait que ça va nous permettre de lui donner une meilleure qualité de vie. Fait que je vous remercie de l'écoute. Tenez jusqu'à maintenant à vous tous. Puis j'ai hâte de faire la première pelletée de terre. Merci beaucoup. J'invite maintenant le préfet de la MRC du Fjord du Saguenay à prendre la parole, M. Gérald Savard. Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous après-midi. Vous savez, c'est quand même spécial, les collègues députés, M. le Premier ministre, d'être... c'est tout qu'un événement quand vous vous déplacez. M. Sabia, la ministre, Mme la ministre, André Laforêt, les préfets qui se sont déplacés. Merci, Mme la mairesse de la ville, mon député, M. François, merci pour tout ce que vous faites. Collègues, maires, c'est sûr qu'on va se répéter un peu, mais je pense que c'est important de répéter que l'annonce de partenariat d'aujourd'hui avec Hydro-Québec, MRC du Fjord et les Premières Nations d'ICPIT, c'est toute une réussite pour nous. Ensemble, nous assistons à un moment historique. Nutinamu, Chauvin. Le territoire de la MRC du Fjord, je le répète souvent, il y a des maires qui vont rire un peu, il est très ressources naturelles, avec ses 5 centrales hydroélectriques. On a une mine sur le territoire, on a un parc éolien, on a beaucoup de choses, la forêt. On a vraiment un immense territoire aussi grand que la Suisse. Et au niveau tourisme, les Monts-Valin sont chez nous et le fjord. On en est fiers. Dans les 25 dernières années, la MRC du Fjord a établi des ententes significatives avec Hydro-Québec, dont l'aménagement de la rivière Manawan en 2003, la centrale Péribon-Coquette en 2007, le parc éolien Mars-Moulin de 350 MW qu'on voit dans le parc des Laurentides avec Charlevoix en 2015,
la ligne Miquois-Saguenay qui s'est construite, mise en service en 2023. Déjà, dès 2021, à titre de préfet, j'ai eu de nombreux échanges avec les représentants d'Hydro-Québec, où j'ai eu la chance de souligner l'immense potentiel de notre territoire pour le développement de projets d'envergure, dont du 1000 MW. Moi, je disais, après avoir travaillé 36 ans en énergie électrique, j'ai dit, sur le territoire de la MRC, où il y a des montagnes, puis il y a des lignes de 735 ou des 345 qui passent là, on pourrait brancher des immenses parcs éoliens. J'ai travaillé fort avec Hydro-Québec, avec des noms que je nommerai peut-être pas aujourd'hui, mais je suis certain qu'un peu, j'ai peut-être convaincu de réaliser des si gros projets, comme on a parlé tout à l'heure, celui de Domaine du Roi, dont M. Yannick est ici, là, de 3000 MW, c'est toute une réussite, et le nôtre de 1000 MW. Je profite aussi de l'occasion pour remercier notre ministre régional, Mme Laforêt, qui un jour m'a permis de rencontrer le ministère de l'Économie. On se rappelle, Mme Laforêt, hein? C'était quelque chose de spécial. Je pense que là aussi, peut-être que ça a fait changer les choses. C'est avec une grande fierté que nous allons contribuer à la réalisation de ce projet. Un partenariat qui va dans la vision de M. Sebia, M. le Premier ministre 2025-30. Notre MRC, on le dit, est incontournable pour le développement. Moi, je veux aussi féliciter l'équipe, que ce soit l'équipe ICIPIT, l'équipe de la MRC du Fjord, puis aussi les maires de la MRC du Fjord, que quand on parle d'un projet de développement économique, les maires, on est 13, dont 12 devant moi, qui ont tellement d'intérêt pour ce genre de projet. Je vous remercie. Puis on va continuer. Puis merci à tout le monde d'être ici, les médias. Il faut continuer à développer le Québec. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. J'invite maintenant le président directeur général d'Hydro-Québec, M. Michael Sebia, à prendre la parole. Premier ministre, Mesdames et Messieurs, qu'est-ce que c'est la meilleure chose que je peux faire après 5 discours? Donc, selon moi, c'est d'être très, très bref. Donc, c'est exactement ce que je vais faire. Donc, aujourd'hui, on annonce une initiative qui va faire essentiellement deux choses très importantes. Premièrement, on annonce une autre étape essentiellement pour sécuriser l'avenir énergétique du Québec. On diversifie notre base de production et nous allons augmenter notre production avec 1000 MW d'éolien, assez pour alimenter 180 000 résidences. Sécuriser cette énergie, c'est une bonne chose, une très bonne chose à faire dans le contexte de turbulences aux États-Unis et à travers le monde. Parce que face aux turbulences, la meilleure chose que nous pouvions faire, c'est d'investir dans nos forces et de continuer de renforcer nos forces pour renforcer la position concurrentielle du Québec à travers le monde. Et donc, cette annonce, ce projet va contribuer de sa façon à cet objectif important. Deuxième chose, une chose essentielle. Cette entente est une autre étape importante vers les partenariats et la réconciliation économique. On annonce aujourd'hui un partenariat avec la communauté des Spit et la MRC du Fjord du Saguenay. Nous allons travailler ensemble en plein partenariat à toutes les étapes du projet pour le planifier, consulter le milieu et ensuite pour réaliser les projets. Et en devenant actionnaires, les communautés vont bénéficier de revenus autonomes qui pourront investir selon leurs priorités. C'est le cœur de l'idée de réconciliation économique et de la collaboration avec les municipalités. Donc, chef du fort, préfet Savard, merci infiniment de ce partenariat. Du point de vue Hydro-Québec, nous avons hâte de travailler ensemble et de bâtir avec vous l'avenir ensemble. Merci bien.
Merci beaucoup. J'invite maintenant la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme André Laforêt, et la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Catherine Champagne-Jourdain. Alors, merci tout le monde d'être ici. Évidemment, je suis très choyée d'être avec Catherine Champagne-Jourdain, ministre responsable de la Côte-Nord. Écoutez, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on dit toujours que notre région est une région jumelle avec la Côte-Nord. On a toujours dit Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord. Ici, c'est vraiment un signe aujourd'hui avec cette belle annonce. Oui, on a des régions jumelles avec nos ressources naturelles. Écoutez, je suis très fière. Je vais y aller rapidement parce que, comme M. Sebia a dit, il y a eu beaucoup de discours. Merci 1000 fois, M. Legault. Honnêtement, là, de vivre ce moment-là, on aide vraiment nos futures générations. M. Sebia, je vais peut-être vous rappeler un petit souvenir. Vous êtes venu aux assises à l'Union des municipalités du Québec. La dernière fois, je passais avant vous, donc j'ai écouté votre conférence par la suite, et vous avez dit, si on veut développer des projets éoliens au Québec, on doit travailler avec nos communautés, nos municipalités et évidemment nos MRC et nos Premières Nations. Si on veut réussir des projets, c'est comme ça qu'on doit travailler. Alors, aux affaires municipales, on est chanceux parce qu'on a été quand même précurseurs. On a adopté la politique nationale d'aménagement du territoire. Je vous regarde comme si vous étiez vraiment intéressés, mais je sais que ça vous intéresse. Et non, mais c'est vrai parce que tout ce que vous parliez, tout ce que vous aviez dit, on le fait. Puis ensuite, on a adopté avec les MRC les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Donc, qu'est-ce que ça fait? On oblige les MRC, on oblige les municipalités à planifier leur développement sur tout le territoire pour les futures générations. Puis dans la planification du développement, évidemment, on a le développement économique, mais les projets éoliens sont vraiment pris en compte dans les orientations gouvernementales. Alors maintenant, les MRC, les municipalités, merci à tous les élus qui sont ici parce que vous devez planifier votre développement, évidemment, mais on le fait pour nos, comme vous le dites, chefs du four, pour nos mères, nos pères, nos enfants. C'est vraiment un cadeau qu'on leur offre aujourd'hui. Merci tout le monde. Écoutez, je saluerai tout le monde. Merci mes collègues Yves et François. François, je sais que ce soir, ce sera la fête chez toi parce que je sais que tu es très heureux. Et évidemment, Catherine, ma jumelle de région, évidemment. Alors, je te laisse la parole. Merci 1000 fois, M. Legault. J'apprécie vraiment. M. Savard, merci. Yann, c'est vrai que honnêtement, là, je ne ferai pas ton pouce, mais tu le mérites. Chef du four, Christine Fréchette, un vent de fraîcheur. Merci d'être ici encore une fois dans ma région. Alors, salutations tout le monde. Je te laisse la parole, Catherine. Merci André, merci André. C'est vrai qu'on est excités et qu'on est heureuse. Alors, que snow, au détaillant chino. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. C'est une journée importante pour nos régions, importante pour le Québec, puis importante pour les communautés et nous impliqués dans cette entente-là. Alors, évidemment que mon collègue Yves Montigny, mon collègue de la Côte-Nord, joint sa voix à la mienne pour vous dire à quel point on se réjouit de cette entente-là. C'est une entente qui est extrêmement importante pour nos deux régions, importante pour la Côte-Nord. J'ai une pensée particulière pour la Haute-Côte-Nord qui a besoin de projets comme celui-ci. C'est une région qui est pratiquement mono-industrielle, qui ne vit que d'un secteur. Alors, on se réjouit évidemment de cette grande entente-là, une entente qui est historique. Et je voudrais remercier tous les gens de la concertation qui a été nécessaire pour qu'on puisse arriver à cette belle entente-là. Ce sont toutes nos régions qui vont profiter de ça. Et la ministre de l'Emploi que je suis se réjouit aussi de la création des 500 emplois que cette entente-là va apporter. Et bien sûr, la ministre responsable de la région de la Côte-Nord se réjouit de ces investissements potentiels jusqu'à 3 milliards. Il y aura des retombées certainement pour tout le monde. Alors, on est très heureux de ça. Merci beaucoup jusqu'au maintenant. Merci beaucoup. Donc, avant de passer à la période de questions, j'inviterai maintenant toutes les parties signataires à procéder à la signature de l'accord.
Merci beaucoup. On va maintenant passer donc à la période de questions. Alors, je pense que les médias ont déjà repéré le micro aux côtés des caméras. Donc, ce sera une question, une sous-question par média, s'il vous plaît. Prière de vous nommer le média que vous représentez et de spécifier à qui s'adresse votre question avant de commencer. Alors, Jean Houle de TVA, vous allez me permettre de m'adresser au premier ministre Legault, mais sur évidemment une question nationale. Est-ce que vous demandez au gouvernement canadien d'aligner sa politique ou sa politique de visa avec celle des États-Unis? Bon. Est-ce que tout va bien? Oui, vous m'entendez comme il faut? Bon. Évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, avec les menaces de M. Trump. Quand on lit les décrets qui ont été signés par M. Trump, on parle d'une évaluation des déficits commerciaux qui se ferait d'ici le 1er avril. Donc, laissant entendre qu'il n'y aura pas de tarif avant le 1er avril. Par contre, aujourd'hui, le futur secrétaire au commerce, M. Lutnick, a précisé que, par contre, si on ne réglait pas, si le Canada ne réglait pas son problème de frontières, il y aurait des tarifs dès samedi, dès le 1er février. Bon, évidemment, j'ai eu une rencontre aujourd'hui avec M. Trudeau et les premiers ministres des autres provinces par vidéoconférence, il faut dire, conférence, et j'ai rappelé l'importance, parce qu'on est d'accord, en tout cas moi je suis très d'accord avec le fait qu'on doit bien protéger la frontière dans les deux sens, pour les deux raisons qui sont mentionnées par M. Trump, pour l'immigration, mais aussi pour le fentanyl ou toutes sortes de drogues qui peuvent transiter d'un pays à l'autre. Donc, j'espère qu'on va réussir à s'entendre dans les 2 prochains jours pour éviter les tarifs. Parce que ce soit dans le secteur de la forêt, que ce soit dans le secteur de l'aluminium, que ce soit, peu importe les secteurs qui sont concernés, on est des partenaires, le Québec, le Canada, avec les États-Unis. Et on ne souhaite pas qu'il y ait de tarifs. Le premier choix qu'on a, c'est pas de tarifs. Évidemment, avec les menaces qui sont prononcées, qui sont mentionnées par M. Trump, bien, on travaille sur 2 choses. Plan d'aide aux entreprises, fédéral, provincial, et plan de représailles si et seulement si il y a des tarifs. Donc, mais je répète, notre premier choix, bon, c'est s'assurer qu'on règle le problème des frontières, qu'on réussisse à convaincre M. Trump que s'il y a encore des choses à modifier, qu'on les modifie, mais qu'il n'y ait pas de tarifs à cause des frontières à partir de samedi qui vient. Et on espère aussi que, plutôt que de mettre des tarifs le 1er avril, parce qu'il y a un déficit commercial aux États-Unis, mais qu'on en discute. On doit être capable de trouver une solution gagnant-gagnant. Est-ce que les mesures de représailles, supposant que les tarifs ne puissent pas être évités, est-ce que les mesures de représailles pourraient aussi impliquer la SAQ qui retirerait à ce moment-là le vin américain de ses tablettes? Le ministre des Finances l'a évoqué aujourd'hui. Bien, écoutez, avec ce que M. Lutnick a dit aujourd'hui, sûrement pas moi là, qui veut, cet après-midi, provoquer M. Trump. Là. Donc, il y aura des représailles. On n'exclut rien comme représailles, mais ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y en ait pas de tarifs, puis entre autres, bien, que ça ne commence pas le samedi qui vient, le 1er février. Merci. Prochaine question, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous, Thomas Laberge pour la presse canadienne. Une question pour M. Legault. J'aimerais juste que vous précisiez, là, M. Girard a dit que c'était une possibilité qui était évoquée de retirer le vin américain des tablettes. Vous dites, je ne veux pas provoquer M. Trump aujourd'hui. Est-ce qu'on comprend que M. Girard vient de provoquer M. Trump et que ce n'est pas une bonne idée? Bien, d'abord, il a dit ça ce matin, avant l'allocution de M. Lutnick. Mais ce que moi je dis, là, depuis le début, c'est qu'on n'exclut rien. On n'exclut rien. Donc, on n'exclut pas ce que M. Girard a dit ce matin,
Mais ce n'est pas ça notre premier choix. Est-ce que la SAQ est au Notre- courant? Non, non, que, mais Est-ce notre- que la SAQ pourrait, dès samedi, retirer des vins américains de ses tablettes? La SAQ appartient à 100% au gouvernement du Québec. Ça relève du ministre des Finances. Mais on n'est pas là. On n'est pas rendu. On n'exclut pas ça, mais on n'est pas là. Puis c'est pas ça qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y en ait pas de tarifs puis qu'on continue à être des partenaires avec les États-Unis. Une autre option qui a été évoquée par Mme Fréchette hier en entrevue, c'est l'idée de se tourner davantage vers le marché européen. J'aimerais avoir votre perspective sur la chose. Bien, c'est quelque chose qu'on discute depuis longtemps. Vous savez, 70 de notre commerce est fait avec les États-Unis. Donc, ça fait longtemps qu'on se dit qu'il faut diversifier nos marchés. Ça veut dire le reste du Canada, ça veut dire l'Europe, ça veut dire l'Amérique latine, ça veut dire l'Asie. Il faut effectivement, puis chez Investissement Québec, pour le ministère de l'Économie, sont prêts à aider les entreprises qui ont des projets pour diversifier leur marché. C'est quelque chose qui est très souhaité. Quand vous dites l'Asie, ça inclut la Chine, juste pour préciser? Bon, la Chine. J'entendais Québec solidaire aujourd'hui dire qu'on devrait, parce que, bon, on va se poser des questions là, sur les voitures électriques. On va regarder qu'est-ce que font les 3 grands constructeurs américains. Québec solidaire disait on pourrait acheter des voitures électriques de la Chine. Vous savez, actuellement, il y a des tarifs avec la Chine, et par le Canada et par les États-Unis, pour toutes sortes de raisons. Taux de change, non-respect des brevets. Donc, ce qu'on souhaite, là, c'est surtout d'être partenaire avec les États-Unis. Prochaine question, s'il vous plaît. Monsieur Dufour, vous avez mentionné que vous aviez hâte à la première pelletée de terre de ce projet que vous venez d'annoncer. Est-ce qu'on a une idée à quel moment ça pourrait être, cette pelletée de terre-là? 2030, je pense. 2030? Oui. Ouais. 2030, 2035. Ça va se faire en plusieurs phases. Vous comprendrez qu'un 1000 MW, on ne fait pas ça d'un coup, là. On vient de faire à Puitte là, en 2 phases, puis c'était à 200 MW. Puis 1000 MW, justement, combien d'éoliennes ça peut représenter environ? Tout dépendamment de la voyons combien l'éolienne va générer de... 140? 140, oui. Prochaine question. Oui, bonjour. Je vais poser la question pour la journaliste Kim Sullivan des Nouvelles nationales d'APTN. La question est pour Monsieur le Premier ministre Legault. Quelle est maintenant la priorité des parcs éoliens dans le futur d'Hydro-Québec? Est-ce que ce genre de projet envisage remplacer la construction de nouveaux barrages hydroélectriques? Bon, d'abord, on veut faire les deux. Puis les deux sont complémentaires. J'ai essayé de l'expliquer tantôt. Un barrage avec le réservoir d'eau. Le réservoir d'eau, c'est comme l'équivalent d'une batterie. On peut vider le réservoir, puis donc amener de l'électricité aux heures de pointe ou au moment où il n'y a pas de vent, par exemple. Donc, avec l'éolien, qui est intermittent, ça devient complémentaire. Bon, il faut se rappeler là, que quand on est arrivé il y a 6 ans, il y avait des surplus d'électricité au Québec. On a réussi à convaincre beaucoup d'entreprises d'investir au Québec. Actuellement, on cherche de l'électricité. Donc, puis l'objectif, c'est de doubler la capacité d'Hydro-Québec. Puis là, ben, on vise 10 000 mégawatts d'éolien. Donc, on veut continuer à en faire de l'éolien le plus possible. Prochaine question. Bonjour, Félix-Antoine Béty, La Pige. Ma question s'adresse à M. Legault. Votre ministre, M. Charette, n'exclut pas de repousser l'échéance de fin de vente des véhicules à essence. Alors, est-ce que vous ne craignez pas qu'une partie de l'électricité que vous promettez aujourd'hui ne va pas finalement être perdue? Bon, je le disais tantôt, M. Trump a même commencé à rencontrer les présidents des 3 grands constructeurs, Chrysler, Ford et GM. Bon, a mentionné qu'il était moins intéressé qu'Elon Musk dans le développement des voitures électriques. Moi, je suis convaincu qu'à moyen terme,
et à long terme, si on veut sauver la planète, là, on n'aura pas le choix d'aller vers des véhicules électriques. Donc, il y a une question de dire, bon, ce que M. Trump va faire pendant 4 ans, c'est une chose. Ce qu'on a besoin de faire pour les prochaines générations, c'est d'avoir le maximum de véhicules électriques. Maintenant, si, puis là, on va attendre de voir, si et seulement si, les constructeurs américains arrêtaient ou réduisaient la construction de véhicules électriques, bien, j'entendais Québec solidaire dire qu'on pourrait importer des autos électriques de la Chine. Je pense qu'il faut être pragmatique. Il faut, à un moment donné, regarder ce qui va se passer. C'est quand même pas anodin, là, les déclarations qui ont été faites par M. Trump. Nous, on continue de souhaiter de passer le plus rapidement possible aux voitures électriques. Une des raisons, c'est qu'on fait de l'électricité au Québec, incluant via l'éolien, mais on n'a pas de pétrole. Fait qu'on aime bien mieux des voitures électriques que des voitures à essence. Donc, nous, notre souhait, c'est d'aller le plus vite possible, mais on ne peut pas ignorer ce que M. Trump et les 3 grands constructeurs américains vont faire dans les prochaines années. Puis, en sous-question, je vais complètement divaguer du sujet puis aller vers la culture. Vous savez ce qui se passe avec les musées actuellement au Québec. Les théâtres Labordé, Premier Acte aussi, actuellement à Québec, réduisent leur nombre de représentations. Il y a des festivals de musique comme le Festival de la chanson de Tadoussac qui vient d'annoncer qu'il manque 100 000 $. Puis on connaît maintenant les revendications du Front commun pour les arts envers le calque. Donc, où est-ce que votre gouvernement s'en va avec la culture au Québec actuellement? Bien, moi, je l'ai souvent dit, là, l'éducation, la santé, la culture, c'est nos priorités. C'est nos priorités depuis 6 ans. Si on regarde l'éducation et la santé, on a augmenté les budgets depuis 6 ans de 50 %. En culture, depuis 6 ans, on a augmenté les budgets de 58 %. Non, mais de 58 %. Cette année, il y a une augmentation des budgets. Par contre, ce qu'on demande à tous les ministères, que ce soit la santé, l'éducation ou la culture, c'est de respecter les budgets qui sont en croissance. On ne peut pas, à un moment donné, dire aux musées puis aux gens qui gèrent le réseau de la culture, il n'y a pas de limite. C'est québécois, là, on gère l'argent des Québécois. Les Québécois payent beaucoup d'impôts, trop d'impôts, on a baissé les impôts de la classe moyenne. Bien, on ne veut pas se retrouver dans une situation où les budgets ne sont pas respectés. C'est de la bonne gestion. Donc, finalement, c'est eux qui gèrent mal leur argent. Prochaine question, s'il vous plaît. Bien, Prochaine question, s'il vous plaît. Respectons la croissance des budgets qui leur ont été accordés. 58 % en 6 ans, c'est une grosse augmentation. Prochaine question. Bonjour, Léa Compartino pour Cogeco Média. Ma question s'adresse au premier ministre. Ce matin, on apprenait dans des médias locaux que Niobek annonçait la mise à pied d'emplois au sein de l'entreprise. On justifié cette décision-là justement par rapport aux tarifs, aux menaces de tarifs aux États-Unis. Qu'est-ce que vous répondez aux entreprises qui prennent ce type de décision-là et qui se justifient par les menaces de tarifs? Bien, écoutez, je parle régulièrement avec mes collègues, les premiers ministres des autres provinces, puis on vit tous la même situation. Vous savez, j'ai été en affaires. Il n'y a rien de pire en affaires que l'incertitude. Des fois, c'est pire l'incertitude qu'une mauvaise nouvelle. Donc, on a des entreprises qui, effectivement, entendent qu'il va y avoir des tarifs, qu'on va artificiellement augmenter le prix des produits qui exportent aux États-Unis de 25 %. Donc, je peux comprendre qu'il y a de l'incertitude. Puis, déjà, à grandeur du Canada, on vit des effets négatifs des déclarations de M. Trump. C'est pour ça qu'il faut régler cette entente-là, la renégociation de l'entente Canada-États-Unis le plus vite possible. Qu'est-ce que vous comptez faire pour aider les entreprises? Je sais qu'il semblait y avoir un désaccord entre la ministre Fréchette et vous concernant les tarifs d'électricité aux entreprises. Est-ce qu'on pourrait les réduire, le 4 à 5 % Est-ce qu'on pourrait aller plus bas? Bon. Il y a plusieurs façons d'aider les entreprises. Vous savez, l'augmentation de 4 à 5 % des tarifs d'électricité pour une entreprise, comme je le disais avec M. Sebia tantôt en privé, c'est des peanuts comparativement à l'augmentation de 25 % de le prix de vente de leurs produits. Donc, il y a plusieurs façons d'aider les entreprises. Ce qui est prévu dans le plan d'Hydro-Québec,
c'est maximum 3 pour le résidentiel. Tant que je serai premier ministre, il n'y aura pas d'augmentation de plus que 3 pour les Québécois. Je veux leur faire profiter de ce qui a été fait chez Hydro-Québec dans le passé, puis qui est tout amorti. Maintenant, pour les entreprises, ça va être des augmentations de tarifs de 4 à 5 puis malgré les augmentations de 4 à 5 on va rester avec des tarifs très compétitifs, plus bas que dans le reste de l'Amérique du Nord pour les entreprises. Merci beaucoup. Prochaine question. Oui, bonjour, Jeannie Pelletier du Quotidien. Ma question qui s'adresse également à M. Legault. Concernant la mine Niobec et toutes ces entreprises qui sont un peu qui enregistrent des ralentissements, disons, face aux menaces de M. Trump, un peu comme ma collègue disait, qu'est-ce qu'on va faire pour aider les entreprises concrètement? Parce que si vraiment ça entre en vigueur ce samedi, est-ce qu'on peut garantir à ces entreprises-là qu'elles vont avoir accès rapidement à des liquidités? Bon. D'abord, je le disais tantôt, j'ai eu une rencontre par vidéoconférence, entre autres avec M. Trudeau aujourd'hui. M. Trudeau nous a assuré, avec son ministre des Finances, Dominique Leblanc, qu'il y aura des programmes mis en place par le fédéral. J'ai demandé d'avoir un petit peu plus de détails parce que je veux que le gouvernement du Québec soit complémentaire avec ce qui est fait par le gouvernement fédéral. Mais encore une fois, attendons de voir s'il y a des tarifs. Quelle hauteur, les tarifs, sur quels produits, est-ce qu'il y aura des tarifs sur tous les produits? Il faut voir ce qui va arriver, puis souhaiter qu'on convainque M. Trump que ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée pour les Québécois de mettre des tarifs, puis ce n'est pas une bonne idée pour les Américains, parce que mettre des tarifs de 25 ça veut dire que les Américains qui achètent nos produits paieraient nos produits 25 plus cher. Donc, on ne veut pas revenir dans un cycle d'inflation qui fait mal aux citoyens, incluant les citoyens américains. Donc, vous croyez encore à cette heure-ci qu'il pourrait reculer? Bien, écoutez, là, aujourd'hui, M. Lutnick, qui va être le futur secrétaire au commerce américain, a dit, si on règle le problème des frontières, il n'y en aura pas de tarif le 1er février, samedi prochain. Bien, réglons-le, le problème des frontières. Moi, je suis le premier à le dire depuis longtemps, là, que, écoutez, depuis 2 ans au Québec, on est passé de 300 000 immigrants temporaires à 600 000 immigrants temporaires. Ça veut dire des classes de plus, du monde de plus dans nos hôpitaux, des logements qu'on a besoin de plus. On a dépassé notre capacité d'intégration, d'accueil. Et là, s'il faut que M. Trump mette des mesures qui fassent qu'on se retrouve avec encore plus de demandeurs d'asile qui débarquent au Québec, on ne peut pas. On peut pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut qu'on protège nos frontières, le premier, là, c'est moi. Merci. Merci. C'est ce qui met fin à la période de questions. On va maintenant passer à la prise de photos officielle. Donc, il y aura une première photo avec les intervenants au point de presse. Puis ensuite, tous les élus régionaux pourront se joindre. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, tous les intervenants au point de presse à descendre de la scène et à vous placer dans le même ordre au bas de la scène, s'il vous plaît.